l'excellence professionnelle et donc de la prospérité des nations. Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, concertation hebdomadaire des membres du gouvernement, plusieurs décisions en ont découlé. L'intégralité en début de journal avec le porte-parole du gouvernement. Grand oral devant la commission budgétaire, 4 ministres étaient à l'Assemblée nationale pour défendre leur portefeuille pour 2025, à suivre leurs différents passages. Et puis le gouvernement a donné son accord de principe, mais l'audit du fichier électoral ne fait pas consensus. Les forces politiques de la majorité semblent ne pas disposées à accompagner ce projet de l'opposition. On en parle dans le dossier du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Réunion du Conseil des ministres, la traditionnelle concertation des membres du gouvernement a eu lieu hier. Plusieurs décisions en ont évidemment découlé. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Au menu de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, figurent les décisions dont voici la teneur. En ce qui concerne les mesures normatives, en point 1, création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mise en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. En point 2, mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Prévu par la loi numéro 2022-32, portant code de la nationalité en République du Bénin, ces attributions consistent à centraliser et à formaliser les procédures relatives à la nationalité, notamment la délivrance des certificats et documents connexes. Ceci a l'avantage de garantir l'efficacité du service aux citoyens, de réduire les délais de traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la fraude documentaire, les falsifications et déclarations mensongères. À ce titre, l'autorité est chargée, entre autres, de recevoir, examiner et statuer sur les demandes d'attribution, d'acquisition, de conservation, de perte ou de réintégration de la nationalité béninoise, faire diligenter et suivre les enquêtes et actes de vérification prévus par la loi, délivrer les actes relatifs à la nationalité béninoise et tenir un registre national aux fins de leur conservation.
traiter les recours exercés contre les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité béninoise et centraliser les décisions de justice rendues en cette matière. Vérifier et authentifier les actes de nationalité produits dans les différentes procédures administratives et judiciaires, lutter contre la fraude et les falsifications en matière de nationalité, fournir des avis techniques et faire des recommandations sur les questions liées à la nationalité. Les ministres concernés par son opérationnalisation sont instruits d'en assurer les diligences requises. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention sur l'eau de 1992. Au chapitre des communications, en point 1, réhabilitation de commissariats d'arrondissement de police et des directions départementales des affaires intérieures. Sont concernés par ces travaux de réfection les commissariats de Kéru, Kouandé, Kopargo, Segbana, Madekali, Kome, Onsahwe, Onli, Cotonou 2e arrondissement, Pomassé, Bembereke, Niki, Ouessé, Kilibor, Igolo et Dangbo, ainsi que les directions départementales des affaires intérieures de l'Atakora, du Borgou, de l'Ouémé et du Zou. L'objectif est d'assurer aux fonctionnaires de police de meilleures conditions de travail dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens. En point 2, agrément au Code des investissements. Diverses entreprises sont éligibles au bénéfice des régimes incitatifs du Code pour des projets dont l'impact contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays, autant qu'ils participent de la création de nombreux emplois. Il s'agit des sociétés ci-après au régime suivant. Régime des investissements spécifiques. Groupe Vivendi Africa SAS pour le déploiement d'un réseau de boucles locales en fibre optique à Bomé-Calavi et Cotonou. Jeune Transafrique SAS en vue de l'exploitation d'une carrière de gravier à Matekpe, commune d'Aplaoué, avec des concasseurs mobiles et divers engins. Spastel Bénin SA, dans le cadre de la modernisation des installations techniques et de remplacement des équipements de télécommunications dans plusieurs localités du Bénin. Régime B. Société béninoise de production de matériaux de construction pour le bâtiment et la route SA, en vue de l'implantation d'une unité de fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment et la route à Djeregbé, commune de Semenpodji. Tilamed Pharma SA pour la construction et l'exploitation d'une unité de production de solutions pharmaceutiques liquides dans la zone industrielle de Semenpodji. Harvest Field Rice Limited SA concernant l'implantation et l'exploitation d'une usine moderne de décortiquage de riz à Bodjekali, commune de Malanville. Régime A. Vantage Sarl pour la construction et l'exploitation d'une unité de fabrication de tourteaux dégraissés et l'huile brute de soja à Lokokame, arrondissement de Zonzoumé, commune d'Abomey. Pablo Factory SA, à l'effet d'implanter et d'exploiter une unité de production de sacs de polypropylène dans la zone industrielle de Semenpodji. En point 3, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction de la cité financière phase 1. Le dit projet vise à créer une zone financière où seront regroupés les sièges de la plupart des institutions. Ainsi, en sa première phase, seront réalisés les travaux de construction d'un ensemble de 3 bâtiments de grande envergure, respectivement de type R+7 pour la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et la Caisse
autonome de gestion de la dette, R+7 destiné à la Société immobilière et d'aménagement urbain, R+5 attribué à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, puis R+6 au profit de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il s'agit de doter toutes ces structures d'un environnement de travail confortable et moderne, tout en poursuivant la politique de requalification urbaine de la ville de Cotonou. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires en vue de la signature des contrats avec les entreprises identifiées à l'effet d'exécuter les travaux dans les délais prescrits. En point 4, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de réhabilitation et d'homologation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. En plus des travaux de la phase 1, comprenant principalement la reprise des pelouses du terrain principal et d'entraînement, les points d'attention à traiter dans le cadre de la réhabilitation en vue de l'homologation du stade intègrent l'éclairage de la dite pelouse, la mise en place d'un système de sécurité anti-intrusion et d'une plateforme de billetterie, de même que les travaux de gros œuvres et secondes œuvres d'aménagement intérieur. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec les prestataires retenus à ces fins. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été retenu l'organisation à Cotonou du prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne 2024, lauréat UNESCO pour les femmes et la science du 6 au 11 décembre 2024, ainsi que la participation du Bénin à la 42e session ordinaire du Conseil d'administration des États membres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme du 4 au 6 décembre 2024 à Lomé, au Togo. Je vous remercie. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la perspective d'audit du fichier électoral. Il donne son avis sur la pertinence ou non du projet. On l'écoute. Il n'y a aucune confusion. Le gouvernement est différent des partis qui le soutiennent. Le gouvernement est différent des partis politiques. Et la vie quotidienne des partis politiques n'est pas le menu des séances du Conseil des ministres. Le gouvernement s'est dit favorable à la demande de l'opposition. Le chef de l'État, en recevant la délégation d'un des partis d'opposition en novembre 2023, avait déjà affirmé son accord pour la réalisation de l'audit sollicité par ce parti. Et il était attendu de ce parti les diligences subséquentes pour faire ces propositions au gouvernement, notamment le profil ou le CV des experts qui ont des états de service avérés en matière d'audit de fichiers électoraux, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le gouvernement a attendu 1 an avant d'avoir une réponse formelle du parti d'opposition. Et conformément à l'engagement qu'il avait pris 1 an plus tôt, le chef de l'État a réitéré son accord pour la réalisation de cet audit. Le gouvernement a partagé cet accord et c'est pour ça que le garde des Sceaux a été mandaté pour rencontrer les partis dits du cadre de concertation de l'opposition. Donc il n'y a aucune incohérence entre le fait que le gouvernement soit d'accord pour la démarche souhaitée par l'opposition et le fait qu'un parti politique soutenant l'action du gouvernement ne se retrouve pas dans la démarche proposée ou sollicitée par ce parti d'opposition, lequel parti politique soutenant les actions du pouvoir a bien argumenté dans le communiqué que vous évoquez, en tout cas en droit, pourquoi il ne se sentait pas solidaire d'une telle démarche. L'audit du fichier électoral, on en parle aussi dans le dossier du jour. Tout est parti d'une requête des formations politiques de l'opposition avant les élections générales de 2026. Une requête adressée au gouvernement qui d'ailleurs a donné son accord de principe. Mais les forces de la majorité ne semblent pas disposées à accompagner ce projet de camps qui se tiennent dos à dos sur l'un des importants outils des élections, William Aguiar et Edmond Rumbo.
Le fichier électoral est une base de données qui renseigne sur le citoyen en âge de voter. Au Bénin, il est extrait du registre d'état civil géré par l'Agence nationale d'identification des personnes. Au Bénin, notre montage institutionnel et légal a prévu que l'ANIP s'en occupe. Mais il faut faire attention, l'ANIP ne s'occupe pas seulement de l'aspect électoral. C'est une grosse base. De cette grosse base est extraite ce dont la Sénat a besoin pour assurer l'effectivité des scrutins. C'est cela la situation. Une opération technique qui définit la cartographie électorale. Sa réussite est gage d'élections apaisées et inclusives. Mais sa fiabilité peut être mise en cause par l'une des parties prenantes au scrutin qui sollicite son audit. Lorsqu'on parle d'audit, ça signifie qu'il y a au bas un petit souci, ou des soucis, ou une série de soucis sur le fichier. Donc on ne peut pas, dans l'absolu, parler d'audit simplement. Après ça, il faut un document technique qui égrène les gènes sur le fichier, point par point, pour que sur cette base maintenant-là, les autorités en charge de permettre qu'on regarde à l'intérieur pour voir les choses à améliorer. Des choses à améliorer, le cadre de concertation des partis de l'opposition en a relevé plusieurs à l'occasion des rendez-vous électoraux passés. Il sollicite son audit pour en apporter des corrections. Du côté du gouvernement, l'avis est favorable. Le chef de l'État a souhaité que je reçoive le cadre de concertation pour marquer au cadre de concertation que la promesse qu'il a faite sera tenue et que donc désormais il s'agit de mettre en œuvre la demande qui est formulée. Restent les autres parties prenantes, les partis non membres du cadre de concertation demandeurs, notamment les partis de la majorité présidentielle, l'Union progressiste, au détour d'une rencontre avec le cadre de concertation des partis de l'opposition. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Nous avons dit que dans leur démarche, ils indiquent par exemple l'audit du fichier électoral. Et que notre analyse à l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas celle-là. On ne peut pas aller auditer ce qui n'existe pas. Alors qu'à la date d'aujourd'hui, notre dispositif légal ne reconnaît plus aucun fichier électoral. Selon la loi, le fichier électoral est rendu disponible 120 jours avant le scrutin, fait remarquer l'Union progressiste Le Renouveau. Même réaction du côté du bloc républicain qui rejette cette initiative des partis de l'opposition. Initiative jugée inopportune et entachée d'objectifs masqués, comme une révision du code électoral. Et Moël Bénin, qui se dit favorable à la démarche, émet quelques réserves. Le problème que la liste électorale a, ce n'est pas un problème compliqué. C'est un problème de positionnement des électeurs par rapport à leur lieu de vote. C'est tout. Donc pour Moël Bénin, on n'a pas besoin d'un couteau tranché pour tuer une mouche. Mais je voudrais me référer au passé pour espérer que cette fois-ci, la démarche de ce cadre de concertation de l'opposition ne ressemble pas à la démarche en 2019. Je fais ce retour en arrière pour leur dire de ne pas encore cette fois-ci nous emballer dans des discussions pour rien du tout. Dans l'ensemble, la demande du cadre de concertation des partis de l'opposition semble ne pas faire l'unanimité. Vous voulez que les partis qui souhaitent la mouvance présidentielle disent quoi fondamentalement? Chercher le large consensus, c'est bien, c'est notre culture au Bénin, mais je me dis techniquement, on pourrait peut-être faire autrement. Faire les choses autrement pour l'espère électoral, c'est minimiser les considérations politiques pour aller à l'essentiel, celui de travailler à rendre moins problématique le fichier électoral. Dans le reste de l'actualité, le garde des Sceaux a fait son grand oral devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Pour l'année 2025, le ministère de la Justice prévoit un budget de 37 milliards de francs CFA. Yvon Détier nous parle ici des orientations principales de ce budget. Ce budget 2025 est en augmentation d'environ 1%, passant de 37 milliards 213 millions à 37 milliards 655 millions 664 000 francs CFA. Cette augmentation est sensible, mais elle est aujourd'hui la résultante d'efforts qui ont été précédemment faits et tient compte d'un ensemble de changements de paradigme, d'économie d'échelle, de réorganisation interne
de projection vers la digitalisation et la numérisation qui permettent effectivement d'améliorer le service public de la justice. Alors, les innovations, c'est d'abord faire en sorte que le service public de la justice soit en mesure de satisfaire entièrement les besoins de nos populations en général. C'est faire en sorte que lorsqu'une décision est demandée, elle soit rendue et soit donnée à temps. Faire en sorte que lorsque on vient demander un service à la justice, ce service soit donné en temps et en heure. Faire en sorte que les délais soient respectés. Donc ça veut dire des ressources en termes de personnel, donc du recrutement qui est en cours. On a lancé il y a quelques semaines. Ces personnels, notamment du personnel greffier, viendront compléter les ressources existantes pour pouvoir permettre un meilleur fonctionnement du service public. Il y a également des équipements à acquérir en termes d'équipements de travail, en termes de services informatiques pour pouvoir mieux rendre le service à l'usager. Il y a enfin tout ce qui est à construire en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures judiciaires, des infrastructures pénitentiaires, pour permettre à ce que le service public tourne régulièrement. Pour faire des audiences, il faut à la fois du personnel judiciaire, mais il faut également des salles, des infrastructures pour pouvoir accueillir, pour pouvoir multiplier les audiences, pour pouvoir prendre le volume. Ces paramètres ont été pris en compte aujourd'hui pour pouvoir mieux rendre le service public demain. De nouveaux marchés modernes à construire ou à inaugurer en 2025, c'est l'un des axes majeurs du budget du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'année à venir. Il s'élève à 6 milliards de francs CFA. On écoute la ministre Chadiya Assouma. La représentation nationale a accompagné donc la présentation d'un budget de 6 milliards 340 millions en augmentation de 45% par rapport à l'année dernière. Dans le commerce surtout, nous allons donc continuer l'opérationnalisation de nos marchés, de l'ANAGEM et de l'ouverture des infrastructures marchandes qui sont en cours de construction et d'autres qui sont déjà finies. Donc déjà avec l'ouverture de ces marchés-là, ça nous prend quelques milliards en termes d'investissement. Et ensuite, nous allons donc continuer le contrôle qualité des produits qui correspondent surtout à la protection du consommateur et l'accompagnement en termes de compétitivité et de qualité des produits manufacturés localement et les produits importés, les rares produits qui seront encore importés, surtout de grande consommation, où nous accentuerons donc là le contrôle qualité. Et il y aura enfin l'accompagnement toujours de notre industrie, en plus de la zone économique spéciale de Glodjibé qui crée le plus d'emplois possibles actuellement au Bénin. Donc, nous allons continuer à accompagner les investisseurs qui désirent implanter leurs usines et que ce soit des usines qui continueront d'absorber notre production locale. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est aussi passé devant la commission budgétaire du Parlement. 190 milliards de francs CFA, c'est le budget que le ministre Kwao Yves Tchabi a défendu. On l'écoute aussi. Les grands programmes qui constituent donc le statut du budget au niveau du ministère sont pris en compte, à savoir le programme enseignement secondaire général, le programme enseignement technique et la formation professionnelle, le programme alphabétisation et évidemment le programme soutien donc aux autres programmes. Ces différents programmes ont été présentés aux députés. Le budget du ministère, 190 milliards 885 millions 497 000 francs, il est légèrement en deçà du budget de l'année 2024. Au niveau de l'enseignement secondaire général, ce que nous avons donc retenu en termes de construction des infrastructures scolaires, de mobilier donc pour les classes, en termes de formation des formateurs, en termes également de suivi de carrière, en termes de digitalisation, donc de gestion donc de tout le programme, tout cela est pris en compte par le budget. Au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle, nous savons tous que la stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle est en train d'être mise en œuvre. Donc ce budget prend en compte la mise en place des nouveaux LTA, la mise en place des écoles de métiers, et également la formation donc des formateurs qui est en cours, aussi bien au plan national que dans la sous-région. Nous avons été impressionnés par les questions des députés. Cela nous a donné une fois encore la preuve qu'ils s'intéressent à ce qui se fait dans le sous-secteur.
les députés se sont intéressés sur la question donc, des LTA, la question des enseignants AME et de façon plus globale, la question de la gestion des enseignants et de la qualité de la formation. Le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines va réhabiliter des adductions d'eau villageoise en panne sur tout le territoire. C'est l'une des actions prévues dans le budget gestion 2025 de ce département ministériel. Un budget de plus de 203 milliards de francs CFA présenté par le ministre Samou Seydou Adambi à la commission budgétaire du Parlement. Je voudrais tout simplement dire en fait que notre budget exercice 2025 a connu une augmentation de 2,41%. Donc nous sommes passés de 165 milliards à 203 milliards. Pourquoi faire? Pour renforcer l'existant, pour renforcer notre outil de production énergétique. Donc, ça veut dire des centrales qui seront construites, que ce soit des centrales solaires, thermiques. Nous allons en construire davantage pour affirmer en fait notre autonomie énergétique. C'est pourquoi le gouvernement a décidé donc de renforcer le ministère dans ce sens et mieux encore tout ce qui est réseau de transport. La partie méridionale a été réellement impactée à hauteur de 70%. Les 30% qui restent vont être exécutés également en 2025. Le centre et le nord vont également être renforcés en matière de transport, donc de l'énergie électrique, ce qui fera donc que l'énergie qui entre dans le réseau sera beaucoup plus stable, avec qu'on va délivrer donc l'énergie de qualité donc à nos compatriotes. En dehors de ça, dans le domaine de l'eau, également, nous allons poursuivre avec tout ce qui se fait aujourd'hui en milieu rural, la construction donc de nos systèmes d'alimentation en eau potable multivillage que nous appelons MV, qui se fait aujourd'hui à l'intérieur du pays, que nous allons également renforcer à travers donc les arrondissements qui n'ont pas encore été impactés. En 2025, les travaux pourront démarrer. Pour ce qui concerne le milieu urbain, la plupart de nos communes qui n'ont pas encore été impactées au niveau des centres-villes vont être également impactées donc pour l'année 2025. On ne dit pas qu'on va finir forcément les travaux parce que ça prend à peu près 18 mois en 2025. Mais en 2025, 2026, nous verrons la plupart des chantiers que nous allons ouvrir en 2025 et ceux qui sont ouverts maintenant, achevés pour le bonheur de nos compatriotes, que ce soit pour l'énergie ou pour l'eau également. En dehors de ça, c'est la recherche minière. Il faut que nous intensifions sérieusement donc la recherche en matière donc de ressources minières dont notre pays dispose, que ce soit l'or, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, le nickel. Nous allons accentuer donc les recherches afin que dans les meilleurs délais possibles, 2025 ou 2026, nous puissions démarrer l'exploitation donc de ces ressources-là pour venir renforcer donc le tissu de mobilisation donc des ressources pour notre pays. Le projet 3e Ma formation, mon métier, mon avenir et le forum des éducatrices africaines antennes béninoises lance dans le Mono la quinzaine contre les violences faites aux filles et aux femmes. Cette année, l'événement est placé sous le thème riposter et se reconstruit après les violences. Les détails avec Evariste Zomoron et Samirat Djabimani. En lançant à Sé, dans la commune de Rouyogbé, la quinzaine d'activisme contre les violences basées sur le genre, le projet Ma formation, mon métier, mon avenir, l'organisation Forum for African Women Educationalists FAWE et leurs partenaires lancent un signal, celui de la dénonciation des violences en milieu d'apprentissage. Il y a toute forme de violence que subissent ces filles en formation. Surtout celles qui embrassent les métiers autrefois réservés aux hommes que nous appelons les métiers non traditionnels. Or, nous sommes conscients que ce sont des métiers qui sont vraiment porteurs d'un fort pouvoir économique. Financé par Éducation internationale, le projet 3e bénéficie de l'appui de Affaires mondiales Canada. Il renforce le pouvoir économique des jeunes hommes et femmes vulnérables dans plusieurs départements du Bénin. Lorsque nous observons quelque chose qui ne marche pas, nous devons en parler à qui de droit. Ou bien même, les personnes qui sont témoins ont le devoir de dénoncer. Nous, apprenants du CFPAC, vous exhortons à sensibiliser les communautés en vue de déconstruire les stéréotypes sur la formation des filles et femmes en métiers verts et métiers non traditionnels, à intégrer le genre dans les décisions politiques, à informer et former les populations sur les droits des femmes et la législation en vigueur au Bénin. Durant ces 16 jours d'activisme, il est essentiel que tous les apprenantes et apprenants comprennent qu'ils ont le droit de vivre dans un environnement sans violence. Cette quinzaine d'activisme s'ouvre à Sé
avec des panneaux portant des messages de sensibilisation et une boîte de dénonciation installée dans l'enceinte du centre de formation. Et il faut dire que les violences basées sur le genre sont multiples et les victimes réagissent de différentes manières. Dans le cadre de la quinzaine d'activisme, les défenseurs des droits des femmes invitent les femmes à plus de responsabilités vis-à-vis d'elles-mêmes. On écoute Maître Alessandrine Saïzonou, avocate, au micro de Ghislaine Adimi et Jean Nobima. Il y a un travail qui est à faire sur les femmes. La question de la responsabilité. Je prends le cas des violences physiques. Alors que l'INF est là, les associations, nous, femmes avocates, nous nous battons pour que ces violences cessent. Et que vous apprenez qu'une femme est violentée, battue tous les jours. Vous allez au secours de cette femme-là. Et que c'est elle qui se retourne contre vous. Pour vous dire, c'est mon mari. Je ne veux pas quitter mes enfants. Je veux qu'on lui tire juste les oreilles. Ou bien, c'est la femme qui vient vous voir pour dire que voilà, elle a des problèmes. Mais quand vous écoutez les deux parties, vous voyez que c'est le comportement de la femme qui amène à cela. Ah, je ne peux pas voir mes enfants, on m'interdit de voir mes enfants. Mais quand vous voyez vos enfants, que vous ne leur apportez rien de bon, et que vous les traumatisez plus pour les protéger, on voit des parents qui prennent la décision extrême. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser nos femmes pour qu'elles puissent savoir. Pour elles, dans leur mentalité, étant donné qu'elles ont été éduquées comme ça, c'est le monsieur qui doit tout faire. Vous avez beau leur expliquer que tant que vous-même vous travaillez, vous amenez quelque chose. Il y a plein de choses à apprendre à nos sœurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre à nos sœurs. Mais je me dis, si on mettait l'amour au cœur de tout, l'amour de nous-mêmes, de notre corps, l'amour du prochain, je pense qu'on pourrait aller, notre société se porterait mieux et les violences, il faut que les femmes acceptent de dénoncer. C'est ça. Moi, je pense qu'on doit se souder les coudes et se parler, s'éduquer. Et c'est ensemble qu'on est fort. Amnesty International Bénin s'implique dans la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et ceci à travers une caravane motorisée pour sensibiliser aux violences gynécologiques. Christelle Tongodo et François Nissou. Depuis la place de l'Étoile Rouge jusqu'au ministère de la Santé, des motocyclistes portant des pancartes avec des messages ont traversé les rues de Cotonou pour sensibiliser le public et interpeller les autorités. Cette initiative dénonce des pratiques médicales inadmissibles dans certains établissements de santé. Parmi celles-ci figurent l'exposition abusive de la nudité des femmes enceintes, un accueil dégradant et des comportements humiliants. Amnesty International Bénin souligne que les violences obstétricales incluent également des actes tels que le fait pour certains médecins ou personnels soignants de rire ou de se moquer des femmes en travail, ignorant leur douleur et leur vulnérabilité. Aucune femme ne devrait jamais avoir à choisir entre sa santé et sa dignité. L'élimination des violences gynécologiques et obstétricales est une question de justice, de respect du droit de la dignité humaine et de santé publique. Monsieur le ministre, en votre qualité, nous souhaiterions compter sur votre sensibilité professionnelle pour accélérer les réformes et entreprendre des actions fortes visant à bannir toutes les formes de violence persistantes dans le milieu sanitaire. En mettant en lumière les conditions des femmes détenues, notamment leur accès limité à des soins de qualité, cette campagne appelle à une refonte du système pour garantir des soins respectueux et humains. Dans les prisons du Bénin, le droit à la santé reste également un défi majeur, malgré les efforts fournis par votre département ministériel et le ministère de la Justice. À travers cette caravane, Amnesty International Bénin exhorte les professionnels de santé, les autorités et les populations à agir pour mettre fin à ces violences. Alors maintenant, visitez la zone industrielle de Glodigbe avec Karim Da Silva. Pour la circonstance, il était accompagné des sages de Porto Novo et des têtes couronnées de la vallée de l'Ouémé. Simon Villon et Amandine Anyamoussou. Jamais on a été si étonnés en découvrant
en voyant et en constatant que tout est beau. Émerveillés, ils le sont après cette visite à la zone industrielle de Glodjibé. Le patriarche Karim Da Silva, entouré des sailles de Porto Novo et des têtes couronnées de la vallée, ont vu et peuvent donc en témoigner. Quand j'ai vu maintenant que je constate que c'est réel, un adversaire qui fait bon, il faut avoir le courage de le féliciter. Et je demande à tous ceux qui se croient de l'autre côté de venir voir. C'est étonnant, ça nous a sidérés, ça nous a surpris. C'est comme nous sommes en France ou bien dans des pays européens. Si on peut continuer comme ça, ça fera de bonnes choses pour toute la population du Bénin. Vraiment, je suis très content. Je prie pour que Dieu puisse unir chacun de nous, les fils de ce pays, qu'on puisse accompagner la dynamique là. C'est une vision globale et rien n'est laissé au hasard. La zone industrielle de Glodjibé fait la fierté du pays et les visiteurs du jour en sont édifiés et ils sont désormais des ambassadeurs de ce fleuron industriel. Nous voulons créer de la richesse, nous voulons créer des emplois, nous voulons développer notre pays. C'est pour ça que nous demandons aux sages de Porto Novo et à tous ceux qui ont vu cette transformation en cours d'être des ambassadeurs de la bonne nouvelle et de dire aux autres de venir voir. Aujourd'hui, la GDIZ s'étend sur plus de 1600 hectares et emploie plus de 14 000 jeunes béninois. Nous irons jusqu'au bout du monde, l'agriculture périra. Deuxième colloque scientifique international de l'Université nationale d'agriculture, agroécologie et développement durable en Afrique, c'est le thème des discussions au lancement des travaux Vitis Arouré et Michel Egwe. Deuxième colloque international de l'Université d'agriculture, une grand-messe scientifique de 4 jours pour les enseignants-chercheurs du Bénin et de 18 autres pays. L'agroécologie focalise les attentions. Ce colloque, dont le thème est agroécologie et développement durable en Afrique, positionne excellemment l'UNA dans sa vision d'être une institution au service de la sécurité alimentaire et du développement agricole en Afrique au sud du Sahara. Le progrès fait entre la première édition, qui a connu la participation de 12 nations, et celle-ci marquée par un accroissement de 50% des nations attendues, nous rassure dans cette marche vers l'internationalisation de la science en faveur des solutions globales pour un développement durable. En soutenant les initiatives de ce type, le ministère souhaite aussi renforcer les capacités de notre pays en matière de recherche et d'innovation. Le thème choisi pour ce colloque est essentiel pour répondre aux enjeux globaux de la sécurité alimentaire, de la préservation de la biodiversité et de la résilience face au changement climatique. L'agriculture occupe plus de 80% de la population active de Sakété qui accueille le colloque. Nous espérons de ces assises des résolutions fortes assorties d'un chronogramme pour l'amélioration des techniques agroécologiques les mieux adaptées aux défis du changement climatique qui, depuis quelques années, impactent négativement notre agriculture. Le port de toge aux enseignants de l'Université nationale d'agriculture, admis aux différents grades du CAMES, marque également le deuxième colloque scientifique international de cette université. Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local organise un atelier de lancement de 2 nouveaux programmes. Il s'agit du projet d'appui à l'accès pour tous aux services numériques au Bénin et du programme d'analyse des systèmes d'apprentissage paysans au profit des lycées techniques et des acteurs de l'agriculture. Alexis Assogba et Dokasito Chalidji pour les précisions. Le premier objectif spécifique, c'est donc de réaliser... 2 projets et programmes focalisent les attentions à cet atelier.
le projet d'appui à l'accès pour tous aux services numériques au Bénin et le programme d'analyse des systèmes d'apprentissage paysan au profit des lycées techniques et des acteurs de l'agriculture. Nous avons là un programme qui va se mettre en œuvre dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur du numérique, mais il y a bien d'autres secteurs connexes qu'il est important de citer, notamment l'économie, notamment l'enseignement technique, notamment l'administration et la gouvernance, et par exemple l'entrepreneuriat. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou entend jouer sa partition à travers l'une de ses disciplines. La médiation sociale enseignée à la faculté des lettres, arts et sciences humaines contribuera à accompagner le processus de formalisation de ce nouveau savoir en amenant les acteurs à intégrer le fait qu'il est possible de partir de leurs différences et de discuter entre eux tout en réduisant le fossé qui les sépare pour que fassent écho entre eux leurs expériences, leurs pratiques et leurs savoirs dont la nécessité du croisement n'est plus à démontrer. Chaque savoir se vaut et je crois que c'est le message central de la coopération ici sur la recherche, action, formation. Chaque savoir et chaque savoir expérientiel est légitime. Il vous est légitime de l'exprimer et nous sommes dans l'obligation de l'écouter, de le recevoir et de lui donner sa vraie valeur. Et on espère vraiment que ce programme nous permettra d'avoir des projets de coopération où chaque savoir expérientiel a sa juste place. Durant les 2 jours des travaux, plusieurs communications seront présentées, notamment sur les méthodes qualitatives pour la recherche-action autour des services publics. Les apprentissages paysans autour des lycées techniques agricoles et la digitalisation des services publics est une communication qui sera présentée par Nassirou Arifari Bako, professeur titulaire d'anthropologie. Pour la formation de ressources humaines de qualité. Dernière escale de ce journal, l'actualité internationale. Élection en Namibie. Les Namibiens ont voté mercredi, parfois après de longues heures d'attente, dans de très longues files d'attente aussi, pour les élections présidentielles et législatives les plus incertaines qu'ait connu le parti historique au pouvoir. Dans plusieurs bureaux de vote, les Namibiens ont attendu de 5 à 7 heures après l'ouverture pour pouvoir voter, armés de patience, de chaises pliantes et de parapluies pour venir à bout de fil, progressant à un rythme de pachyderme somnambule ou somnolent. Les près de 1,5 million d'électeurs inscrits avaient jusqu'à 21h, heure locale, 19h GMT, pour remplir les urnes. Bleu pour la présidentielle, jaune pour les législatives. Les législatives dont le déploiement est attendu au plus tard samedi, d'après la commission électorale. Des élections aussi en Tanzanie. Environ 31 millions de Tanzaniens sont appelés à voter pour plus de 80 000 chefs de rue, de quartiers, de villages et de villes qui exercent un pouvoir considérable dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le principal parti d'opposition en Tanzanie, Chadema, a dénoncé le meurtre de 3 de ses membres entre mardi soir et mercredi, jour des élections locales, où ses observateurs disent avoir été témoins de fraude lors du scrutin. Ce scrutin est considéré par de nombreux observateurs comme un test démocratique dans un contexte de répression politique accrue ces derniers mois dans ce pays d'Afrique de l'Est. Un pays qui tiendra ses présidentielles et législatives en 2025. Terminus pour les élections européennes. Le Parlement européen a adoubé mercredi à Strasbourg la nouvelle équipe de la Commission européenne qui va entrer en fonction début décembre sur fond de vives turbulences économiques et géopolitiques. L'exécutif européen a obtenu 370 voix contre 282 oppositions et 36 abstentions. En matière de défense, la présidente a insisté sur la nécessité de faire davantage pour rivaliser avec les dépenses militaires russes, un moment où le retour de Donald Trump laisse craindre un désengagement des États-Unis en Ukraine.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.